shot, we should look for the good shots. Let me put you on the game. Playing basketball, reverse. C'est un jeu. Un jeu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du jeu. Et je me retrouve une nouvelle fois avec Théo Omesser. Comment ça va, Théo ? Ça va très bien, Fred. T'as vu, on en parlait avant. C'est pas concerté, dress code parfait, pantalon noir, sweat gris. C'est Parfait, on est coaching connectés. staff, c'est bien. Aujourd'hui, Théo, on va parler de fondamentaux du basket. C'est vrai que c'est un mot qui revient souvent. Et on va essayer de définir ce que c'est, les fondamentaux. Pour toi, c'est quoi les fameux fondamentaux du basket ? Eh ben, c'est une très bonne question. Je te remercie de me l'avoir posée, comme on dirait un homme politique des années 80. Non, mais c'est une bonne question parce que je pense que ma vision de ce que sont les fondamentaux du basket a énormément évolué, notamment ces dernières années du fait d'entraîner et de coacher. Et que par le passé, je pense on va pouvoir le développer, mais si tu m'avais parlé de fondamentaux, j'aurais pensé à des gestes techniques. Et aujourd'hui, c'est plus du tout à ça que je pense en premier. C'est exactement ça. Je pense que le basket a évolué et je pense que la vision aussi des entraîneurs a évolué, de l'entraînement a évolué. Et c'est vrai que par le passé, quand on parlait de fondamentaux, c'était la passe, le tir, le dribble, mais travaillé de façon complètement isolée et qui ne traduit pas en fait la réalité du jeu, en fait, qui est tout le temps en mouvement, avec des adversaires, avec de la prise de décision. Je pense qu'on va en parler. Ouais. Non Ça me paraît obligé, ouais. Première question pour toi, entraîneur. Comment tu approches, toi, cette question des fondamentaux et de l'apprentissage des fondamentaux, même si tu gères un groupe de filles, des seniors? Est-ce que tu fais ça quand même? Est-ce que tu travailles quand même les fondamentaux? Oui, on travaille. Alors, pour le coup, technique et tactique, mais surtout, tu sais, enfin, on en avait parlé, mais j'ai longtemps eu des U13. Là, j'en coach plus depuis 3-4 ans. Et c'est marrant parce que je me suis dit à un moment, ça me plaira à nouveau de reprendre ce type de catégorie. Et je pense que je changerai complètement ma manière de procéder. Et je partirai sur des éléments de spacing, de rythme, avant même de rentrer dans des aspects de technique, en fait, de jeu, tu vois, de tir en course, etc. Bien sûr qu'il en faut, bien sûr qu'il y en aura. Mais tu sais, je me faisais cette réflexion je sais pas si ça t'est déjà arrivé, Fred, de jouer parfois soit sur un terrain dehors ou en loisir, et tu te retrouves avec des mecs dont le basket n'est pas le premier sport, en fait. Et ben souvent, je me suis retrouvé à mieux pouvoir jouer avec un mec qui était un footballeur ou un handballeur, mais qui n'avait pas les gestes techniques de finition, qu'avec un mec qui avait joué que au basket, mais qui n'avait pas suffisamment de bagages, de fondamentaux collectifs. Et parce qu'en fait, si tu as été bon dans un sport collectif, tu as ces notions justement d'espace, de réduire ou d'élargir les espaces, de te mettre dans des couloirs qui vont te permettre de gérer la profondeur de terrain, etc. Et moi, je pense que c'est avant tout là-dessus que je partirais. Ouais, c'est intéressant que tu parles des autres disciplines parce que finalement, quand on parle de fondamentaux, on parle d'un sport collectif. Et finalement, il y a peut-être une notion où les fondamentaux du basket, ça peut coller avec certains fondamentaux de nous, ce qu'on parle au-delà des gestes techniques, du foot. Parce que dans le foot, il y a aussi le spacing. Ouais. Pareil pour le hand, pareil pour ces sports-là, parce que finalement, c'est des sports d'opposition avec une balle. Et il y a beaucoup de points communs. Alors, pour ta question, moi, j'ai jamais connu ça. À chaque fois que je jouais avec des footballeurs, c'était catastrophique. Je voyais le truc, tu sais, quand ils essaient de faire des passements de jambes, mais avec les mains. Des choses comme ça. Mais toujours est-il que c'est très intéressant d'aborder les fondamentaux à travers aussi d'autres sports et à travers plutôt des notions de jeu, des notions tactiques, plutôt que des fondamentaux techniques, ce qu'on enseignait jusque-là. Ouais, mais tu as mis le doigt dessus au début, notamment le problème, je pense, de la manière... Enfin, le problème, c'était peut-être pas un problème, mais ce qui a changé, c'était cette manière de voir les choses, tous les éléments du jeu séparés les uns des autres et de les travailler de manière individuelle, totalement, finalement, mis en dehors d'un contexte qui ressemble à ce que tu vas retrouver en match. On en avait déjà parlé dans des épisodes précédents, mais tu vois, le fait de... Finalement, si tu travailles du lay-up en ligne, sans défenseur, combien de fois dans un match tu vas te retrouver avec cette situation de jeu-là, quoi. Ça va... Au minimum, il y aura quand même toujours un défenseur qui va te courir après, tu vois. Et rien que ça, en fait, notamment en jeune, c'est une différence énorme, en fait. Comment tu vas gérer ton tir en course si tu es tout seul à l'entraînement ou à l'échauffement, et s'il y a ne serait-ce que le danger que quelqu'un puisse te rattraper. Et là-dessus, j'ai l'impression que les choses bougent énormément, quoi. Je te propose justement qu'on commence par ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire parler de fondamentaux, mais techniques. Parce que
ça reste quand même une porte d'accès. Quand tu commences le basket, tu veux apprendre à tirer. C'est la première Bien chose. sûr. C'est ça la première chose qu'on apprend normalement en école de basket. C'est justement ce tir en course, ce tir près du panier. Après, il y a aussi les lancers, enfin les tirs à distance. Justement, toi, comment tu abordes le tir et le tir en course? Alors, comment je l'aborde maintenant? Comment tu l'aborderais? Même si tu le fais plus aujourd'hui avec des seniors, comment tu aimerais l'aborder si tu devais retravailler avec des plus jeunes? Je le mettrais avec un contexte. Ok. Systématiquement. Donc, soit notamment un défenseur qui peut être un défenseur quasi immobile, encadrant le défenseur, bien sûr, si c'est avec des débutants, mais parce que cette notion de contexte, elle est essentielle, en fait, je pense. Et je pense qu'elle ne va pas à l'encontre d'un enseignement technique précis, en fait. Mhm. Mais j'ai le sentiment que par le passé, tu vois, ce que je voudrais plus, par exemple, c'est une focalisation sur une représentation esthétique qu'on a du tir, que ce soit le tir en course ou le tir, le tir à mi-distance, et de se dire, bah non, ça correspond pas ça ressemble pas au tir de Klay Thompson, donc c'est pas bon, par exemple. Mhm. Ça ressemble pas à tu vois, et je pense qu'il faut accepter que chacun, et notamment même les débutants, tu vois, se familiarisent avec leur Préférence, tout simplement, et leurs caractéristiques aussi. leurs caractéristiques, etc. Et c'est exactement ça. Et que finalement, c'est pas si grave en fait que ça ressemble pas à ce que toi tu attends en tant que tu vois que formateur. Et je pense que tu vois même les aspects de form shooting sur lesquels moi je suis pas complètement revenu de ça. Je pense que ça a un intérêt malgré tout, mais je suis pas sûr que son intérêt il soit sur des débutants en fait. J'ai l'impression que c'est plus un outil de perfectionnement et tu vois de travail peut-être secondaire. Mais si je devais faire du tir en course aujourd'hui avec des débutants, je placerais quoi qu'il arrive un repère, donc un défenseur repère qui soit quasiment immobile ou pas, et à fur et à mesure, donner de plus en plus de contexte au tir. Mhm. Ok, je comprends très bien et je vois très bien. D'ailleurs, moi, je vais parler de Andy Hans, avec lequel je me suis formé, qui a énormément travaillé sur cette question de fondamentaux et bon, il travaille différemment, vraiment. C'est ce côté développement. C'est vraiment un développement total. Tu vois, on parlait de la complexité dans le sens où il y a plusieurs choses et il ne faut pas séparer le physique, du tactique, du technique. Et ce qu'il m'a enseigné, lui, c'est des attracteurs, en fait. Sur le tir, par exemple, les attracteurs, c'est des choses qui ne bougent pas, qui sont vraies pour tous les types, Ouais. pour tous les shooters du monde, en fait. Et pour moi, alors là, c'est ma vision des attracteurs pour le tir. La première chose, c'est l'équilibre. Peu importe le shooter que tu es, que ce soit sur un tir en course ou un tir de loin, la notion d'équilibre, elle est hyper importante pour un tir. Parce que finalement, même un tir de lancer franc, tu dois gérer un déséquilibre. Le corps humain, de manière générale, quand on se tient debout, on doit déjà gérer un certain déséquilibre. Donc déjà, savoir gérer l'équilibre, c'est un attracteur. C'est un truc qui va se retrouver sur tous les tirs. Ensuite, il y a le transfert de force. Parce que pour pouvoir projeter la balle dans le panier, il y a forcément un transfert de force qui se fait. Alors peut-être qu'il se fait du bas, des jambes jusqu'en haut. Peut-être que ça part que du coude. Toujours est-il qu'il y a un transfert de force. Et que pour atteindre la cible, il faut que ce transfert de force soit cohérent. Après, il y a cette question de coordination. Sur le transfert de force, c'est cette question de coordination. Ensuite, il y a le côté d'avoir la balle, en tout cas les doigts ou la main sous la balle, de manière générale. Après, peu importe la façon, c'est pas une question d'avoir les doigts comme ça. Pour moi, même si tu as les doigts légèrement sur le côté, même si tu as 2 doigts, même si tu as les 2 pouces sous la balle, en vrai, c'est suffisant. Il y a des shooters qui peuvent shooter comme ça, finalement. Mais il y a cette notion où, même quand on tire à la cuillère, tu dois avoir les mains, quelques doigts en tout cas, sous la balle. C'est un truc qui ne change pas, peu importe les shooters. Même si tu tires comme ça, quelque part, tu as des doigts qui sont sous le ballon. Et tu as aussi ce côté trajectoire. Tenir une ligne, en fait. Ça, c'est hyper important, peu importe tes caractéristiques. Et cette rotation de balle qui peut aider justement à tenir cette trajectoire. Ça, c'est des attracteurs. Et finalement, il n'y a pas d'enseignement esthétique. Tu as des attracteurs. Les attracteurs, ce que j'ai dit, en fait, tu peux mettre plusieurs choses en fait dans ce que je t'ai dit. Quand je t'ai dit doigt sous la balle, comme je t'ai dit, 2 pouces ça suffit, peu importe.
Mm. Mais en partant sur des choses comme ça, déjà, ça prend en compte beaucoup plus les caractéristiques individuelles, en fait, de chacun. Je te rejoins complètement là-dessus. Tu parlais de trajectoire, je pense qu'il y a aussi la notion de fait que la balle doit monter quand même et que Bien sûr, que c'est dans cette suffisamment, idée-là. voilà, j'imaginais, hein, c'est Ouais. pour ça que je me permettais de leur préciser. Mais oui, je te retrouve là-dessus, en fait, complètement là-dessus. Et c'est pour ça que je pense que c'est ça aussi la difficulté. Tu vois, la différence aussi entre avoir coaché des jeunes et coacher des seniors. Quand tu as des joueurs qui sont seniors, ils sont déjà plus ou moins expérimentés. Et du coup, faut vraiment faire attention à ce qu'on dit, en fait, quand tu veux toucher, donner des conseils pour progresser au tir. Parce que si tu te contentes de comparer avec l'esthétique d'un tir que toi, tu trouves idéal, en fait, tu risques de complètement perturber tout un tas d'éléments qui fonctionnaient déjà. Et donc, c'est pour ça que je trouve que c'est très, très bien la manière dont tu détermines ces points clés, ces points indispensables à avoir pour avoir un tir qui puisse fonctionner, parce que ça permet de faire le tri, en fait, et de mettre de côté les représentations un petit peu qu'on a chacun. C'est ça, parce que pour certains, quand on va apprendre le tir, on va t'enseigner les angles parfaits. Les angles, ouais. Les angles parfaits. Et comme je l'ai dit, pour certains, rien que d'être dans cet angle droit-là, ça va créer une tension au niveau de l'épaule. Et tu pourras jamais le faire, en fait. Comme ton coach, même ton coach, parfois, il te montre le truc, mais le mouvement n'est même pas parfait. Parce que lui aussi, il a des caractéristiques physiques qui lui sont propres. Et certains mouvements, il ne pourra pas les faire comme d'autres pourront les faire. Donc, finalement, en partant sur des bases qui sont communes, des bases, c'est beaucoup plus, on va dire, respectueux. En fait. Respectueux, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, des caractéristiques qui sont propres à chacun, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Et ça permet, tu vois, c'est pareil de la même manière que finalement, parfois, je prête plus d'attention à la manière dont le geste se termine qu'à la manière dont il débute, en fait. Parce qu'au bout du compte, si un geste, je pense que il peut commencer de manière peu esthétique ou qui te semble bordélique, mais si à la fin du tir, finalement, tu retrouves ce dont tu as besoin, de l'équilibre, un bras qui est tendu en direction du cercle, une élévation du coude qui est suffisante pour que la balle monte en l'air, si tous ces éléments-là sont présents à la fin, tu n'es pas obligé de repartir sur ce que tu disais. Ben non, il faut que ton pouce il soit positionné comme ça, que ton coude il soit parfaitement comme ça. Et parce qu'en fait, tu pars de l'objectif qui est que le tir puisse rentrer et de comment tu te retrouves sur la fin du tir. Le plus important, c'est l'intention. Mettre le tir. Parce que la réalité du match va faire que tu ne vas pas être forcément dans ta position préférentielle. Ouais. Il va falloir que tu trouves un moyen, en fait, de mettre la balle dans le panier. Et c'est pour ça qu'il y a des approches. Il y a l'apprentissage différentiel, justement, qui travaille sur ça, en fait. L'intention, c'est toujours la même, mais la façon de faire, elle sera toujours différente. À chaque tir, tu vas changer de position. Tu vas changer de position du bras, position de la main, position des pieds, pour que tu trouves, en fait, pour que tu t'enrichisses, en fait, de différentes positions pour atteindre ton objectif qui est toujours le même, qui est de mettre un panier, sachant qu'aucun tir ne se ressemble, et même un tir qui est pris exactement au même endroit, c'est jamais le même à l'identique. Il y a toujours des micro-changements, des micro-perturbations qui font que c'est jamais le même tir. Donc autant s'entraîner de cette façon en agrossissant un peu les traits. C'est ça le but de l'apprentissage différentiel. Et je vais revenir même sur un élément peut-être dont on n'a pas parlé, c'est est-ce qu'il faut prendre le tir ou pas ? Est-ce que c'est le moment de prendre le tir ou est-ce que c'est le moment de faire... Et c'est pour ça, non, mais je reviens sur cette notion de contexte, effectivement, parce que tu dis qu'il n'y a pas deux tirs pareils, parce qu'en fait, en match, et le but, c'est les matchs. Le but, c'est d'être performant en match. Il n'y a pas deux situations qui sont les mêmes. Le défenseur ne va pas être placé de la même manière. Le ballon ne sera pas parvenu. Est-ce qu'il va venir du côté ? Est-ce qu'il va venir en face ? Est-ce qu'il sera venu au niveau de tes genoux ? Est-ce que tu auras dû aller le chercher à une main pour revenir dans ton tir ? Tout ça, ça change. Donc, c'est pour ça que je te rejoins. Comme ces paramètres-là sont mouvants, ça n'a pas de sens, à mon sens, de travailler les aspects techniques de manière figée. Ouais. Et c'est comme le tir en course, finalement, on n'en a pas reparlé. Mais sur l'apprentissage, comme tu disais, c'était souvent pied à droite, pied droit, pied gauche. Tu montes comme ça, tu protèges la balle. Mais souvent, les jeunes joueurs ont du mal à protéger la balle et à monter en même temps parce que finalement, ils sont un peu trop courts. Ils n'ont pas ce bon transfert de force dont je parlais. Ouais. Et c'est pour ça que trouver un moyen à travers le jeu, et c'est aussi, quand on parlait d'approche écologique sur le premier podcast, c'est ça. C'est trouver finalement un contexte de jeu, un contexte d'entraînement qui va faire
que le joueur va faire ce que tu veux, mais sans que tu lui donnes des consignes, en fait. C'est ça la magie de, entre guillemets, l'approche écologique. Ou en donnant des consignes, mais qui sont pas techniques quelque part. Voilà, Donc c'est ça, qui parce sont que pas c'est- fermés. Voilà, ouais. c'est par j'ai vu que c'est marrant parce que dans les commentaires, on voyait qu'il y a pas mal de gens qui nous suivent, qui sont déjà au courant de tous Bien ces sûr. termes. On nous parlait de On en parle CLL, de les plus en plus, contraintes, et bien c'est sûr. ça en fait, c'est trouver des petits jeux où tu vas pouvoir donner une contrainte. Par exemple, j'en sais rien, tu fais du 2 contre 2 et tu as le droit de marquer que dans la raquette en fait. Donc tu vas favoriser la prise de tir en course, la prise comment dire, de tir près du cercle en enlevant les tirs extérieurs. Ça peut être simplement par ce biais-là. Ouais, et aussi à l'entraînement, parce que là, on parle de. Si des jeunes entraîneurs nous écoutent et si ces jeunes entraîneurs vont prendre en main des joueurs débutants, là, on parle de beaucoup de choses, mais Oui. concrètement, qu'est-ce qu'on peut leur apporter sur ça? Typiquement, si tu devais commencer avec un joueur débutant, comment tu lui enseignerais, j'ai n'importe quoi, mais le tir en course ou. Euh, c'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Parce que il faut dire aussi que le basket est un sport extrêmement technique. Qu'est-ce que c'est dur le basket? Le bagage technique qu'il faut avoir, ne serait-ce que pour... C'est pas naturel, hein. Tu sais, c'est cette question de coordination, c'est pas si facile, hein. T'as ton nombre de pas à compter, c'est vraiment... C'est extrêmement dur. Donc, ce que je m'étais dit, tu vois, je m'étais dit, imaginons que je m'étais fait un petit scénario dans ma tête, je reprends une équipe de jeunes, de très jeunes, des débutants, etc. Je commencerai par les faire jouer, en fait. Je commencerai par les faire jouer et je commencerai, et c'est pas du tout comme ça que j'aurais procédé, en leur donnant des consignes sur les règles, tout simplement, du basket. Mhm. En zone arrière, s'il y a une sortie de balle, moi, je touche pas la balle. Vous devez faire la remise en jeu le plus vite possible. Derrière, si ça siffle pas, vous jouez. Et je laisserai passer des marchés, je laisserai passer des fautes, peu importe. Il faut que ça joue. Et je reviens sur ce que je te disais au début, sur intensité, relance. On a la balle, on veut marquer, on n'a pas la balle, on veut gagner la balle. Et sur ces éléments-là, et ça, tu vois, c'est pas quelque chose qui était considéré comme des fondamentaux Mhm. par le passé, quand on parlait de fondamentaux. Et en fait, pour moi, les fondamentaux du jeu, c'est ça, en fait. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, Ouais, ouais. enfin, c'est ça. Non, ça fait péremptoire de dire comme ça, mais c'est comme ça que je le perçois aujourd'hui. Ouais. Non, mais c'est sûr que c'est intéressant. Après, si tu vois vraiment Après, c'est ce qui va arriver, que c'est le chaos. Après, il y aura du travail. Ouais. Voilà. Après le chaos, en match, c'est souvent le chaos, Oui, en fait. oui. Tu vois, donc il Et y a quand je parle de chaos, c'est un vraiment. bordel sans nom. Ouais, Ok. voilà. Il y a En fait, rien voilà. qui va. Parce que c'est vrai que quand je dis ça, je vais pas faire 1 heure et demie où juste ils jouent et moi j'arbitre. C'est pas ça. C'est que, en fait, je partirais malgré tout. En fait, je partirais du contexte final Mhm, pour ensuite revenir en arrière mhm. et mettre des situations de travail techniques, mais avec quand même un contexte minimum. Donc ça peut même être tout bêtement de les faire démarrer à l'arrêt et tu dois effectivement poser ton dribble 1-2, mais il y a quand même Mhm. un défenseur qui est là, qui Ouais, sert ouais. à quelque chose. Et puis à mesure que tu avances, maintenant tu reçois la balle en course, il faut que tu puisses mettre le dribble au moment et puis après tu vas aller au tir. Mais par contre, je m'arrêterai pas à dire ah non, là c'est pas du tout. Enfin, tu vois, je pense que surtout au début, il faut que tu joues en fait simplement et que tu Ouais. fasses des erreurs et que tu corriges au fur et à mesure. En fait, à travers ce qu'on dit, c'est très important de noter que le travail à 1 contre 0, il reste important. Surtout pour développer la confiance. Le problème de l'approche que nous, on a connue, c'est qu'on faisait trop de ce travail-là, isolé. Trop, beaucoup trop et pas assez de jeu. Je pense que l'idée, c'est vraiment de rééquilibrer les choses. Moi, je peux te donner un exemple parce Ouais, que bah du ouais, coup, vas-y, j'ai mon vas-y. fils Ouais. qui a 3 ans. C'est une bonne gâchette Et déjà ouais, de ce que j'ai vu. Mais du coup, comment je lui ai enseigné les choses? Il me voit tout le temps en train de regarder du basket et donc il aime le jeu. Et du coup, sur le tir en course, je dis tout simplement parce que je dis juste compte tes appuis. Hmm. Juste compte tes appuis. 1, 2, Eh ben, tu y vas. Ou juste 1 et tu y vas. Parce que le truc, c'est il faut apprendre bien aussi sûr. un seul appui. Mm. Et aujourd'hui, il n'a pas encore la coordination pour sauter à 2 pieds, mais il commence à le faire. Et il commence à faire des dunks à 2 pieds, tu vois, sur son petit panier. Mais je suis parti sur un truc très simple. Je lui donne pas vraiment de correction sur. Enfin, je vais pas à lui donner des corrections sur ça, mais en tout cas, juste sur le comprendre, compte tes appuis. Et voilà, il sait que c'est 1, 2, après il peut finir à droite, à gauche, c'est comme il fait comme il veut. Mais déjà, rien que sur ça, sur l'approche du tir en course, c'est comme ça que je l'ai enseigné. Et sur le tir, de manière classique, j'ai juste donné un repère, le repère que je t'ai dit, d'avoir la main sous la balle. Ouais. La main sous la balle, peu importe comme ça peut être les deux, ça peut être une seule, et de dire de tirer en cloche, chercher à tirer en cloche. Voilà, après, il se débrouille déjà assez bien, juste avec ces consignes-là. Après, ça viendra avec le temps, bien sûr. Quand tu te développes physiquement,
tu libères des choses Mm. techniques et même tactiques, en fait. Et c'est lié, en fait, c'est toujours lié. C'est toujours lié, il faut jamais séparer les choses. Et finalement, tu peux te retrouver avec un jeune à 11 ans qui n'est pas encore bien débrouillé parce qu'il bouge pas bien son corps, et tu le retrouves à 17 ans ou à c'est 15 clair. ans ou même l'année d'après, et c'est pas du tout la même chose parce qu'il aura développé des choses, des mouvements. Et c'est là où je te dis que faire d'autres sports, c'est très intéressant. Et on va parler de défense aussi tout à l'heure. Et je pense que justement, d'autres sports comme le hand, comme le foot, pour la défense, c'est très intéressant. Mais globalement, tu sais, alors moi, pour donner un petit peu le contexte, j'avais une équipe de U13, de U13, mais c'était l'équipe 2. Donc moi, j'avais beaucoup de débutants aussi. Et l'idée, c'était qu'au bout d'un an, ils puissent intégrer l'équipe 1 pour leur deuxième année. Et en fait, moi, systématiquement, ceux qui ont le plus vite progressé, c'est ceux qui avaient fait un autre sport avant. J'ai eu un jeune qui avait fait beaucoup de sport de combat, enfin du kung-fu, notamment du kung-fu. Et lui, par ça, en fait, il comprenait, en fait, si je lui disais, bah, maintenant, sur le tir en course, que tu corriges au bout d'un moment, Bien tu vois, sûr. il faut que tu lèves plus ton genou. Et ben, tu sais, il comprenait, il arrivait à dissocier, tu vois, parce que sa pratique sportive précédente lui avait appris à dissocier, à comprendre, en fait, ce que je lui disais, tu vois, alors que d'autres, c'était plus dur. Ou d'autres, tu vois, je me rappelle un joueur qui avait fait beaucoup de foot et de tennis, un petit peu sur ce que je te disais tout à l'heure, bah, il comprenait très bien où se placer par rapport au ballon, alors que c'était sa première année de basket, en fait, tu vois, il n'avait jamais joué au basket, mais il comprenait ces notions de profondeur, il y a un défenseur, bah, faut pas que je sois collé au défenseur, Ouais, ni ouais. collé au joueur qui a la balle, sinon je lui donne pas de possibilité de passe. Et ça, de toute façon, euh, j'encourage, et je vais redonner cette anecdote que j'avais trouvée hyper intéressante. J'avais entendu une interview de John McEnroe qui était passionnante. Lui, il a un centre de formation de tennis à New York, et il disait qu'il était désespéré parce qu'en fait, il disait qu'il passait son temps à dire aux parents de laisser leurs gamins faire d'autres sports que le tennis, Mhm. et que personne ne voulait l'écouter parce qu'on est dans l'ultra spécialisation C'est à un très jeune âge. Et il disait, mais non seulement vos gamins, ils vont en avoir marre du tennis, ils vont se blesser parce qu'ils travaillent tout le temps de la même manière, et du coup, ils sollicitent trop de choses de manière répétitive. Et en plus, ils vont perdre deux choses, en fait. Ils vont perdre les atouts que d'autres pratiques sportives pourront leur apporter au tennis, Mhm. et ils vont perdre aussi le fait de continuer à voir ce sport-là comme un kiff, en fait, parce Ouais. que Bah c'est oui. pas ton quotidien 24 heures sur 24. On va parler d'autres gestes techniques, la passe. Pareil, la passe, c'est souvent un truc qu'on t'apprenait. Ok, tu mets la balle là, les mains vers Mm. l'extérieur, tu pousses. Mais en réalité, une bonne passe, c'est une passe qui arrive à destination. Dans le bon timing. Dans le bon timing, Ouais. exactement, dans le bon timing, au bon endroit, à la bonne vitesse. Mm. Et tu vois, moi j'ai noté un truc, souvent pour les plus petits, les plus jeunes, même ça peut aller en U13, U15, souvent les joueurs ont peur de la balle. Ah oui. Et tu vois, sur les passes, en fait, ils ont peur de réceptionner aussi la passe parce Mm. que ils ont peur de mal réceptionner la balle. Donc moi, je conseille de jouer avec des balles en mousse si on veut travailler spécifiquement ça, ou des balles beaucoup plus légères pour enlever ce côté-là, en fait, ce côté qui peut faire peur, en fait. Mm. Ouais, du ballon. Après, tu as raison, surtout sur les tout petits, c'est là que tu le vois le plus, quoi. Et l'idée, c'est de leur dire, et en fait, c'est marrant parce que moi, je leur disais ça pour qu'ils enlèvent cette peur dont tu parlais, et en même temps, derrière, c'est essentiel, même en bout de course, c'est d'aller au ballon, en fait. Bien Et sûr. d'aller chercher la balle, et en fait, là, tu passes du coup, tu commences à rentrer, on parle de fondamentaux, dans l'appel de balle, en fait. C'est ça. Tes mains doivent être projetées vers l'avant, que ce soit à deux mains ou que ce soit à une main, mais elles peuvent pas être ici, en fait, parce qu'il va falloir que tu ailles te saisir du ballon pour ensuite en faire quelque chose. Donc là, je te rejoins là-dessus. Et sur la passe, c'est marrant que tu notes ça, parce que tu vois, moi, je me rappelle encore qu'on me disait, tu vois, de jamais sauter pour faire une passe. Ouais. Mais au bout du compte, si des formateurs avaient été aussi stricts avec un mec comme Milos Teodosic ou avec Luka Doncic, tu dis, ils auraient bridé toute une partie de leur génie, parce que c'est des joueurs qui ont la capacité de faire toutes les passes, notamment ces passes en sautant. Mais je pense que ces joueurs-là, c'est possible qu'ils aient eu des coachs comme ça, surtout Oui. en Après, ils devaient être Serbie. suffisamment forts pour Oui. qu'on leur laisse un peu Bien plus sûr, de... non mais c'est ça, mais tu vois, ces mecs-là, ils ont appris à jouer en jouant, en fait. Mm. Ils ont appris que ces passes, elles pouvaient servir en jouant, Ouais. parce qu'ils sont dans manipuler les défenses. Mm. Et pour manipuler les défenses, il n'y a rien de mieux que de sauter, de croire que Ouais. tu veux faire la passe là et finalement la faire là-bas. Et finalement, en sautant, tu te dis, bah oui, les options, elles sont réduites pour le joueur, sauf s'il l'a fait avec une intention derrière et qu'il le sait. Et ces joueurs comme ça, ils anticipent les actions. Ils savent très bien que quand ils vont sauter,
ils vont anticiper les réactions de leurs défenseurs. Ils Ouais. savent les bénéfices. En fait, ce qui est très difficile, parce que là, on parle de joueurs experts, c'est avec des joueurs justement qui sont non experts et à qui on essaie de leur inculquer la perfection. Et c'est ça qu'on essaie de combattre à travers ce qu'on fait là sur ce podcast. Bah, complètement, parce que ces joueurs-là, malgré tout, il y a un moment où ils n'ont pas été experts. Oui, Mais ils ont quand même dû se sentir suffisamment libres de pouvoir expérimenter des choses pour pouvoir ensuite devenir experts justement là-dedans et avoir des joueurs comme Teodosic ou comme Luka Doncic où ils sont plus simplement dans la réaction, ils sont dans ce que tu dis, c'est-à-dire qu'ils savent justement que en sautant, ils vont encore plus déséquilibrer la défense qui va avoir peur du danger offensif que eux-mêmes représentent pour ouvrir les angles de passe. c'est ça. Et justement, pour enseigner la passe, moi, ce que je peux conseiller justement aux jeunes entraîneurs qui nous écoutent, c'est déjà de travailler, et c'est pareil aussi pour le tir en course, comme on disait tout à l'heure, travailler en supériorité numérique, travailler sur des jeux où finalement, on va favoriser le déplacement, on va favoriser justement le fait de... Parce qu'une passe, c'est pas juste, tiens, je te transmets la balle, c'est comme tu dis, appeler la balle, se déplacer à un endroit où est-ce que tu fais la passe, où est-ce que tu veux recevoir la passe, c'est toutes ces notions-là, et avec un adversaire, parce qu'une passe, elle n'a pas lieu d'être sans adversaire. Enfin, c'est quand même la base d'un sport d'opposition, c'est que tu as un adversaire qui va essayer de te prendre la balle, donc c'est de trouver des conditions de jeu, même si ça peut être de la passe à 10, hein, mais de la passe à 10 dans un contexte basket, essayer de retrouver les mêmes dimensions du terrain, je pense que c'est des choses qui sont intéressantes. Bah, complètement. Après, bon, là, on rentre dans le détail, mais c'est vrai que la passe à 10, pour le coup, c'est un exercice que j'aimais bien faire à l'échauffement parce qu'en fait, ça te force à bouger aussi. Bah, c'est ça. À pas rester statique après avoir fait une passe, à tout de suite te rendre disponible par la suite. Et je te rejoins complètement sur ce que tu disais, les petits jeux en effectif réduit. Le jeu réduit avec un avantage que tu vas donner en fonction de ce que tu veux travailler. Tu peux le donner à la défense, c'est un moment où tu travailles la Bien défense. sûr, bien sûr. Tu peux donner l'avantage à la défense ou à l'attaque. Je trouve que c'est ludique parce qu'en fait, les joueurs, quel que soit leur âge, ils viennent à l'entraînement, ils veulent jouer en fait. Donc, ils sont dans le jeu. Il y a un contexte qui ressemble à ce qui va se passer en match. Et tu peux, en manipulant les contraintes, travailler un aspect vraiment précis que toi, tu as ciblé. En fait, c'est pas simplement donner la balle et jouer. C'est toi, tu sais ce que tu veux travailler précisément. Pour aller même plus loin, moi, ce que je faisais, c'est que je mettais des repères d'espace. J'avais des pastilles que je mettais au sol. Où en fait, les joueurs pouvaient réceptionner la balle à tel endroit. Et ça faisait un spacing, en fait. Ça faisait un spacing. Et du coup, il y avait plus de pastilles qu'il y avait de joueurs. Oui, pour bien avoir sûr. plus d'options. Parce que le problème de la passe à 10 aussi, c'est tu peux perdre le côté agressif. Au basket, on veut marquer un panier. Et en faisant trop de passes à 10, tu peux perdre aussi ce côté où finalement l'objectif c'est de marquer. Voilà, c'est pas de se faire de la passe, la finalité ça reste de marquer. Mais bon, toujours est-il qu'il y a plein de choses comme ça sur lesquelles des entraîneurs peuvent se baser pour apprendre les fondamentaux de manière ludique et pas de façon arrêtée et de façon isolée. Ouais. Dans le dribble, pareil, même chose. Est-ce que toi, tu as une façon de faire sur ça parce que souvent on apprend le dribble complètement de manière isolée, un contre zéro, ça a du sens. Ça développe la proprioception, le fait de dribbler tout seul, sans regarder la balle. Par contre, ça ne se transfère pas. Voilà, ça ne suffit pas. Parce que j'ai connu des super dribbleurs sans adversaire, et dès que tu mets un adversaire, c'est plus la même chose. Parce qu'il y a une notion de franchir, il y a une notion de conserver la balle, de protéger la balle, et de reculer. Ou comme je te disais, de progresser avec la balle. Et c'est pas un truc que tu retrouves quand tu fais juste du handle de manière isolée. En fait, sur le dribble, un petit peu comme pour tout le reste, j'ai l'impression que ce qui me semble aujourd'hui, en toute modestie, le plus important, c'est de multiplier les types de contextes. Et donc, en fait, comme je disais sur le tir, tu vois, je suis pas contre le form shooting, en fait, tu vois, mais ça se suffit pas. Et par rapport à ce que tu disais, moi, l'essentiel de ma formation, quand on faisait du tir, c'est des exercices de tir où il n'y avait pas de défenseur, tu vois. Et donc, je pense que pour ça, comme pour le dribble, l'important, c'est de pouvoir varier les contextes. Et peut-être que parfois, tu vas avoir besoin, si tu veux, par exemple, travailler la dissociation, tu vas faire du dribble, tu sais, avec 2 ballons, avec une passe enchaînée dans le dribble, etc., où c'est un petit peu scripté, d'une certaine manière, ce qui va se passer. Mais à un moment, tu peux rajouter quand même un défenseur, tu peux rajouter des notions de passe, etc. Et je pense que tu as besoin de multiplier, en fait, ce type de cadre de manière à faire en sorte que les joueurs soient le plus
développent leur capacité d'adaptation, parce que c'est ça dont tu as besoin en match, en fait. Dans un match, tu as besoin que les joueurs puissent s'adapter aux situations qu'ils vont rencontrer. C'est ça, mais complètement. Et tu me disais de prise de décision. Le dribble, c'est ça. Ouais. C'est de la prise de décision, apprendre aux joueurs à dribbler tête levée. Enfin, ouais, voilà, à lire le jeu. En fait, dribbler, ça fait partie du. Ça devrait pas être conscient, en fait. Ça, c'est un truc. Oui. Mais bon, au départ, c'est sûr que c'est difficile. Mais souvent, quand on apprend à dribbler, on se focalise beaucoup trop sur justement le fait de pouvoir bien manipuler la balle, alors que finalement, c'est pas le plus important. Ouais. Le plus important, c'est de dribbler pour les bonnes raisons, en fait. Et c'est marrant que tu dises ça, parce que tu sais, ça me fait penser. Je crois que c'était dans notre MOOC sur le numéro 10, sur les playmakers, que Romain Leroy avait fait un article. Et dedans, il avait sollicité différents intervenants, notamment Léo Westermann, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est lui qui a raconté ça. Parce qu'en fait, la manière dont on envisage tous ces fondamentaux, elle est aussi extrêmement culturelle, en fait. Elle est vraiment liée à un environnement. Et il disait que sur le dribble, ce qu'il avait frappé quand il était allé en Espagne, c'était de voir, même sur les écoles de basket ou sur des équipes de jeunes, où on apprenait aux joueurs à dribbler haut, en fait, Ouais. pour avoir la tête levée, justement. Alors que chez nous, c'est vrai que souvent, on nous encourage bas. à dribbler bas, en C'est fait. ça. Et il remettait un petit peu en contexte et il expliquait que en France, on se sert du dribble pour franchir. C'est la chose la plus. C'est souvent ce qu'on entend. Le dribble doit permettre de franchir. Ce que je veux dire par là, c'est passer le défenseur. Alors qu'en Espagne, il expliquait qu'on leur apprenait à servir du dribble pour tromper le défenseur. Et donc pour le mettre dans des hésitations, lui faire croire qu'on va d'un côté pour partir de l'autre. Et en fait, c'est intéressant de voir que culturellement, en fait, c'est la manière dont on perçoit le jeu influence directement la manière dont on l'enseigne. C'est ça. Bah, dans ce que tu dis, il y a un côté malice qui est mis dès le début Ouais. en Espagne, tandis qu'en France, on est sur le côté un peu plus frontal, où le but, c'est d'éliminer et basta, quoi. Parce qu'on a aussi des athlètes qui sont C'est capables, ça. une fois qu'ils ont franchi, de faire beaucoup de dégâts. Ouais. Ce que l'Espagne. Alors, l'Espagne a aussi des athlètes, hein, c'est pas ça. Mais ouais. c'est aussi lié à nos prédispositions naturelles. Et en fait, ce qui est intéressant aussi quand on voit ça, c'est que tu dis, bah, en fait, il n'y a pas une approche qui est mauvaise. C'est deux approches différentes. Et limite, tu te dis, bah, l'idéal serait d'avoir les deux, en fait. Bien sûr. Parce que. Et savoir quand te servir du dribble pour franchir et quand tu en as besoin pour déstabiliser le défenseur ou simplement pour le mobiliser suffisamment de manière à pouvoir faire la passe que tu veux faire. C'est Parce ça. que le dribble, parfois, il te sert simplement à fixer le défenseur pour C'est donner ça. le ballon. À manipuler, Ouais. tout simplement, à masquer tes intentions. Tu peux te servir du dribble parce que tu veux chercher une passe, mais cet aspect-là, voilà, qu'il faut enseigner aussi, qui font partie des fondamentaux du dribble. Petite pause dans ce podcast pour vous rappeler la sortie du dernier MOOC French Touch, un numéro dédié au basket français. Vous trouverez des portraits et des articles sur les légendes du basket français et vous pouvez le commander en exclusivité sur basketsession.com. Sur le pivoté, l'utilisation du pied de pivot, je pense que ça fait partie des fondamentaux. Je sais pas comment tu l'as travaillé, ça. Comment on te l'a enseigné, comment tu l'as travaillé, ou si ça a été naturel. Alors non, moi quand j'étais joueur, on le travaillait beaucoup. Hein. C'était Mais des c'était- réceptions arrêtées, contre zéro tout le temps. Donc maintenant tu vas faire, je sais pas, fin de départ direct, départ croisé, c'est Sans une sorte adversaire. de pivot sans adversaire, Ouais. ouais, avec un plot quoi. Il y a eu zéro adversaire. Donc on le travaillait beaucoup dans l'absolu. Moi je t'avoue ne pas avoir eu besoin de le travailler spécifiquement. J'ai l'impression que c'était plus dans des formes de jeu simplement que ça se retrouve. Un petit peu aussi sur du travail avec des seniors, sur du travail de jeu intérieur, tu vois, Ouais. de jeu posté, les jeux effacer les appuis ou engager les appuis, plus sur du travail d'intérieur, c'est vrai. Ok. Je trouve que justement, c'est intéressant de le travailler dans ce contexte-là, mais avec de l'opposition. Là, pour le Ouais. coup, quand je le faisais travailler, c'était avec Oui, de oui. l'opposition. Ouais. Mais je Ouais. m'en doutais. Ouais. Et justement, pouvoir travailler sur du 1 contre 1 sans dribble, par exemple, où justement tu vas être obligé d'utiliser ton pied de pivot Ouais. pour trouver de l'espace. Parce qu'en fait, il y a dans cette notion de pied de pivot, la notion essentielle, je pense que c'est l'espace. Justement, tu utilises ton pied de pivot pour te créer un espace. Quand on parlait de franchir, mais c'est casser un peu les appuis du Ouais. défenseur qui est face à toi, te retourner vers le cercle. C'est toujours cette notion-là. Et des fois, moi, ce que je note chez les joueurs dont j'estime qu'ils n'ont pas justement une bonne utilisation de leur pied de pivot, ils ne créent pas ce mouvement du défenseur. Ils ne se créent pas des nouveaux angles, de nouvelles possibilités. On parle d'affordance, des opportunités d'action. Finalement, un pied de pivot, ça doit te donner une nouvelle opportunité d'action.
soit pour aller directement au panier, soit pour trouver un angle de passe, soit pour tirer tout simplement. Donc c'est des choses qui sont essentielles et l'opposition est plus pertinente que juste travailler un jab step ou ouais, faire sans contexte en fait, parce que tu fais des choses mécaniquement et Ouais. tu apprends pas cette notion justement. En fait, le plus important, c'est faire bouger ton défenseur. Est-ce qu'il te donne un espace? Quel espace tu peux exploiter en bougeant ton pied? C'est ça en fait. Je te rejoins complètement et en même temps que tu parlais, tu vois, je réfléchissais et c'est vrai que pour le coup, je l'ai pas travaillé spécifiquement, mais c'est une remarque que j'ai dû répéter à plusieurs reprises sur des extérieurs en fait, notamment qui ont reçu la balle, qui n'ont pas encore posé le dribble au sol et qui sont face à une défense très pressante en fait, tu vois. Et c'est vrai que c'est des choses. Certaines choses, quand tu les as tellement intégrées que ça te semble naturel et en fait, tu oublies qu'il faut le montrer. Et donc ça, j'ai remontré souvent, montrer au porteur de balle. Non, mais là c'est toi qui dictes en fait. Tu as le droit de reprendre cet espace avec le jab en rentrant sans, dans Ouais, en une respectant certaine les mesure. règles, bien Et sûr. pour faire reculer le défenseur, te recréer cet espace dont tu parlais. Et derrière, là, tu peux repartir de ça. Là, tu vas pouvoir avoir l'espace pour refaire une feinte de tir peut-être, pour refaire une feinte de départ d'un côté ou de l'autre et réexploiter l'espace que tu auras créé. C'est pour ça... c'est hyper intéressant que tu notes, Guilla, parce que je suis tout de suite parti sur le jeu des intérieurs, mais effectivement, sur le jeu des extérieurs, c'est aussi du travail de pied de pivot, en fait, ce Bah oui, travail-là. bien sûr. Ouais. On va parler encore de. Pour moi, c'est un geste technique, la pose d'un écran. Tu vois, j'ai l'impression que quand les scouts NBA ou même les franchises NBA parlent de joueurs européens, quand ils parlent des fondamentaux qui sont en avance, j'ai l'impression que ça joue surtout sur ces aspects-là. Ouais. Parce que les Américains, sur ça, ils sont pas bons. On le voit en NBA. Il y a plein de jeunes joueurs, plein de pivots qui ne savent pas poser des écrans, de bons écrans. Ouais. Et je pense que ça, c'est un truc sur lequel on appuie bien, notamment dans les centres de formation en jeunes en France. C'est comment bien poser un écran, quel angle, quelle distance par rapport à l'adversaire. Parce qu'on rappelle que normalement, le défenseur est censé voir le poseur d'écran. Ouais. Donc, tu es censé respecter une certaine distance. Quand je vois que les joueurs, des fois, ils se collent complètement, ça, normalement, c'est faute. Mais tu vois, ça part de là, l'apprentissage direct, on parlait tout à l'heure. Ouais. Comment tu t'abordes ça sur la pose des écrans? Alors, sur la pose des écrans, souvent, en fait, ce sur quoi j'ai dû revenir, alors pour le coup, en jeune, moi, comme j'avais des U13, il y avait pas d'écran. Mais Oui. avec les seniors, effectivement, c'est sûr aussi. En fait, genre, on en revient tout le temps au pourquoi. Pourquoi on pose un écran? À quoi doit servir l'écran? Et souvent, notamment dans du jeu d'écran porteur, les gens viennent porter un écran qui est toujours orienté de la même manière, en fait. Et cette Il y a notion plus de d'angle, surprises. ouais, et la notion même Oui. d'angle, en fait, elle est vraiment importante. C'est Bien tu sûr. dis, mais il faut que tu dises, en fait, mais le porteur de balle, tu veux qu'il aille où? Tu veux qu'il aille. Alors, les Américains, ils utilisent les points cardinaux, là, d'est en ouest ou du nord au sud. À quoi ça sert finalement si la balle elle sert simplement d'aller d'un côté à l'autre latéralement avec la balle? On n'a pas gagné d'avantage. Ce qu'on veut, c'est que la balle elle puisse progresser vers le cercle. Et donc là, cette notion d'écran, d'angle d'écran, elle est hyper importante. Et c'est un travail c'est un gros travail qu'il y a à faire en permanence. L'autre élément aussi, c'est sur le rythme en fait de la pose d'écran. Mhm. Et c'est-à-dire que dans l'absolu, ça doit être, il doit y avoir un sprint, un arrêt net. Le porteur de balle, lui, doit attendre qu'il y ait eu cet arrêt net. Et ensuite, derrière, il y a une course qui ne va pas forcément être automatique en sprint parce qu'il faut que tu aies le temps de voir ce que le porteur de balle a pu faire. Mais derrière, il y a à nouveau un sprint. Et souvent, quand on voit notamment à des petits niveaux, le rythme de la pose d'écran, il est sur un rythme linéaire, en fait. Ouais, mais même à un niveau régional, des fois, moi, je peux voir ça. Mais c'est hyper important que tu le dises. J'ai l'impression, vraiment, quand tu enseignes le pourquoi, tu as des meilleurs écrans, tout simplement. Et c'est pas assez enseigné. Parce que je le vois. Quand le joueur comprend pourquoi il pose un écran, c'est quoi l'utilité, la finalité de l'écran, tu obtiens des meilleurs résultats, en fait. Globalement, je pense que c'est vrai de tout apprentissage. Mhm. Commencer par Ouais. le pourquoi. Et on en parlait un petit peu entre nous l'autre fois, mais moi, c'est ce qui m'a manqué dans mon apprentissage du basket l'époque où on m'apprenait le basket, c'est que moi, il me manquait le pourquoi. En fait, souvent, on me disait de faire les choses. Et faire des choses que tu comprends pas, en fait, tu peux pas bien les faire. Parce que tu vas être dans le fait de retenir les informations de manière à les appliquer par cœur,
au lieu de comprendre la finalité de pourquoi tu fais les choses. Et justement, on en revient à cette notion d'adaptabilité, de pouvoir t'adapter en fonction de la situation pour essayer d'avoir le résultat finalement que tu veux obtenir. Ouais, mais complètement. Et justement, il y a la pose d'écran, il y a la prise d'écran aussi quand tu es porteur de balle. Finalement aussi, c'est important de savoir pourquoi tu le fais et même derrière celui qui a posé l'écran, comment il va rouler, à quel moment, pourquoi. Enfin, ça, c'est des choses et qui s'apprennent beaucoup plus par le jeu. Enfin, par le jeu. Je pense que par la vidéo, ça fonctionne bien aussi. Ouais. Quand tu expliques, parce que c'est un outil pédagogique, la vidéo, qui, je pense, n'est pas assez utilisé, parce qu'on pense que c'est que pour les pros. Moi, j'adore la vidéo. J'adore utiliser la vidéo pour enseigner des choses. Et je pense que c'est pertinent aussi d'enseigner, de finalement enrichir ce qu'on appelle le QI. Ouais. Et le pourquoi, enrichir le pourquoi. Ça fait partie des Mais fondamentaux. tu as raison, mais de toute façon, on l'avait dit, puis on le répète et on le fera, mais il y aura un épisode à faire intégralement sur le pick and roll, en fait, parce qu'en fait, il y a aussi la chose, c'est qu'entre le moment où moi j'ai appris, déjà j'avais un entraîneur qui était très axé sur le basket serbe de l'époque, donc on a appris ce qu'était le pick and roll, ce qui n'était pas le cas partout. Tu vois, il y a des endroits où on était beaucoup plus sur le jeu de passe. Nous, on a vraiment appris, j'ai appris à jouer avec du pick and roll, mais c'était vraiment très basique. C'est tu piques, tu roules. Aujourd'hui, même à des niveaux intermédiaires, il y a beaucoup d'options en fait. Ça peut être roulé jusqu'au cercle, il y a du short roll, il y a ce qu'on appelle les slip screens, là, c'est quand le porteur d'écran fait mine de porter l'écran et après il roule. Pour les grands, il y a du ghost screen pour les extérieurs. Il y a énormément d'options maintenant. Donc c'est très riche. En même temps, ça fait beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc comme pour tout, en fait, il faut que tu partes sur certaines options et qu'après tu puisses développer. Mais je vais revenir sur ce que tu disais, sur le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on va jouer comme ça ? Bah, ça dépend de la défense, en fait. Bien sûr. Donc, on en revient sur cette notion de contexte. Il faut que tu expliques et que tu dises, bah oui, effectivement, si ça switch, ça va être peut-être plus intéressant d'être sur du flip screen, sur du go screen, sur le fait que ce soit pas le porteur de balle qui fasse la passe, mais de vite transmettre un autre extérieur qui, lui, va pouvoir donner la balle dans de bonnes conditions. Tout ça, c'est à mettre en contexte. Bien sûr. On va juste finir. Je suis éloigné des fondamentaux. Là. Non, mais ça fait partie le jeu fait partie des fondamentaux finalement. Ce que tu dis, c'est complètement ça. En plus, là, tu parles de pick and roll, ça fait partie justement des fondamentaux. Et là aussi, où les joueurs européens sont peut-être différents des joueurs américains, c'est sur justement la variété des prises de décision sur les picks. On va parler aussi un peu de jeu posté. Après, on va parler en dehors de gestes techniques. Le jeu posté, pareil, c'est des choses aussi qu'on enseigne traditionnellement de manière très, très froide, j'ai envie de te dire, peu proche du jeu. Comment toi, tu abordes aussi ces aspects-là, sur la prise de position, sur justement le pied de pivot, le footwork? Déjà, tu parles de prise de position, c'est vraiment intéressant, parce que là, c'est une remarque que je fais tout le temps, c'est qu'on est trop... On se concentre... En fait, les lignes du terrain nous orientent tellement dans notre prise de décision parfois qu'on en oublie l'essentiel, quoi. Et le nombre de fois où tu demandes à un intérieur d'aller prendre la position et il va la prendre systématiquement à l'extérieur de la raquette sans même que le défenseur les contraint à aller à cet endroit-là, quoi. Et tu es obligé de dire, mais non, mais si tu as la balle sous le cercle, c'est mieux. Jouer le défenseur et ces lignes du terrain, on ne se rend pas compte. Parfois, à nous matrix un petit peu. Donc ça, c'est l'élément, je pense, sur lequel j'insiste le plus souvent, que ça soit pour du jeu posté, soit aussi pour de la fin de jeu de transition, en fait. Tu vois, où là, ça peut être n'importe quel... Ça peut être un extérieur aussi qui se retrouve dans l'axe panier-panier et dire, mais non, mais... aller au cercle, en fait. Ou poster, là, si tu as un avantage, prends-le ici plutôt que de sortir côté ballon au niveau de la raquette. Après, le travail d'appui là dont tu parlais, je reviens sur un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le travail de jeu de pivot. Là, pour le coup, moi, c'est tout le temps avec un défenseur, en fait. Et je demande au défenseur, dans ce cas-là, de varier les options. Est-ce que soit de coller, soit de laisser de l'espace pour que tu puisses travailler notamment ces engagés, ces effacés, ces aspects de je peux tirer, non, je vais faire une feinte, je vais attaquer, tout ce travail-là. Ouais. Et je pense que tu vois la même chose sur le footwork, faire comprendre, en fait, cette notion de la prise de position, c'est aussi une question de gérer un espace. Gérer un espace, pouvoir utiliser son demi-bras pour justement se créer un meilleur espace, essayer d'enfoncer le gain. Enfin, en fait, c'est ça, c'est trouver la meilleure position. Comme tu disais, la meilleure position, c'est pas forcément la position au poste bas, au niveau du bloc. C'est parfois proche du panier. C'est pour ça que
Encore une fois, on en revient au pourquoi. Pourquoi on fait les choses? Qu'est-ce qui est vraiment pertinent dans ce qu'on enseigne? Et je pense que sur le jeu de position, c'est ce qui n'est pas assez vu avec les big men. Souvent, c'est des gens qui connaissent, qui commencent le basket parce qu'ils sont grands et Ouais. qui n'ont pas de notion. Finalement, on leur apprend tout de suite des gestes techniques. Alors que le plus important, ça reste le spacing. Le spacing, c'est la position, prise de position où je suis sur le terrain. Et tu en parlais tout à l'heure, et je fais la transition tout de suite. Comment tu enseignes le spacing, toi? Ça, c'est un travail qui est essentiel et c'est le plus important. Parce qu'en fait, pour moi, il est au cœur de tout. Il est au cœur de tout et c'est marrant que tu en viennes là parce que j'allais y revenir aussi. C'est la première réponse que je t'ai donnée au début, là. Tu vois, le pace et le space, enfin, le rythme et l'espace, c'est là-dessus que j'insisterai tout de suite. Et en fait, il y a la notion d'espace les uns par rapport aux autres, mais même dans le jeu de 1 contre 1, en fait, la notion d'espace, elle est essentielle, et notamment au niveau des grands. C'est quel est l'espace qui t'est libéré? Est-ce qu'il y a de l'espace ou est-ce que tu dois le créer? En fait, ça, c'est vraiment à la base, c'est à la base de tout, quoi. Et vas-y, Non, je te parce laisse. que j'insiste, parce que souvent, quand on parle de spacing, on met tout de suite le shoot derrière le spacing. Et finalement, le spacing, et ça n'a rien à voir aussi avec ce que décide de faire la défense. Parce que on peut avoir un bon spacing, ne pas être bon au tir. Enfin, c'est pas ça. Un bon spacing, je vais reprendre une phrase d'Ettore Messina. J'avais fait un clinique avec Ettore Messina qui disait qu'un bon spacing, finalement, c'est de se positionner de manière à ce qu'un défenseur Ce que j'allais ne puisse pas défendre sur deux joueurs à la fois. Exactement. Et c'est tout simplement ça. Et c'est vrai aussi, et là tu parles d'un spacing qui est différent, c'est l'espace que tu as quand tu es en 1 contre 1. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire dans tes mouvements pour mettre le défenseur finalement en situation délicate, où lui, son but, c'est de t'empêcher d'être face au panier ou d'arriver au panier. Et finalement, en le faisant bouger, tu as des opportunités qui se créent, justement, peut-être une ligne de drive qui s'ouvre, peut-être une ligne de passe qui s'ouvre. Et c'est des choses dont on ne parle pas assez, en fait, justement, dans la formation. Ouais, je te rejoins complètement et j'allais dire la même formule que celle que tu as notée. Je la répète, elle est excellente. C'est s'assurer qu'un seul défenseur puisse pas défendre sur 2 attaquants. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est pour ça aussi qu'on se retrouve, c'est qu'en fait, c'est des concepts que tu peux adapter à tous les types de défense, en fait. Que tu sois face à une défense de zone ou une défense individuelle, ça reste un concept qui est valide, en fait. Ouais. Et quelque part, je pense que c'est ces choses-là sur lesquelles il faut insister très jeune, parce qu'une fois qu'elles sont intégrées, derrière, ça donnera des joueurs et des joueuses qui seront capables de s'adapter à toutes les philosophies de jeu. Après, tu peux jouer ce que tu veux, en fait, comme type d'attaque. Ces fondamentaux-là, ils resteront vrais. Et derrière, je pense que il y a quand même, là, pour le coup, on peut se servir des lignes du terrain. Elles sont essentielles parce qu'en fait, avec la menace du tir à 3 points, ce qui est intéressant avec le tir à 3 points, c'est que tu as l'efficacité du tir à 3 points et tu as la menace de tir à 3 points. En fait, et ces deux notions te permettent de manipuler les défenses. Et donc, voilà, tu me demandais comment je fonctionnais. En gros, j'insiste sur le fait que, par exemple, un joueur ou une joueuse qui a coupé au cercle, mais qui n'a pas reçu le ballon, il doit ressortir le plus vite possible. Si c'est un extérieur, il doit ressortir le plus vite possible à l'extérieur de la ligne à 3 points pour redonner du spacing et relibérer un espace. Si c'est un intérieur, je peux leur donner l'option d'aller à d'autres endroits, short corner, monter au niveau des elbows si besoin, ou même ressortir à 3 points s'ils ont la capacité de menacer. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste énormément. Ouais, non, c'est très intéressant. De toute façon, le spacing commence dès le jeu rapide, en fait, dès que tu récupères la balle, et que tu parlais des lignes du terrain. Ce qui est intéressant, le fait de pouvoir utiliser toutes les dimensions du terrain. Moi, tu sais ce que je faisais quand mes joueurs n'utilisaient pas toute la dimension du terrain. J'ai dit, OK, vous voulez faire ça? Je prends des plots, je réduis la dimension du terrain. Parce que finalement, c'est votre espace de jeu. Et là, ils se rendent compte, en fait, en faisant ça, que ah ouais, mais là, le terrain, il est tout petit. Oui, mais quand vous vous positionnez comme ça sur le terrain, c'est ce que ça donne, en fait. Ouais. Donc, ensuite, je retire les plots. Et là, plus naturellement, ils vont utiliser les dimensions du terrain parce qu'ils vont se rendre compte plus facilement avec les lignes de justement que oui, finalement, il y a cet espace-là, il faut l'utiliser, cet espace. Et c'est pas une question de, comme tu disais, de tir à 3 points, même si t'es pas un bon shooter, finalement, ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait qu'un défenseur ne puisse pas défendre sur 2, ça reste pertinent. Après, si tu prends pas le tir, que tu es tout seul, c'est pas grave. Il y a d'autres actions qui peuvent
que tu peux générer avec cet espace-là que tu as au départ, en fait. Notamment parce que ça, c'est un truc que j'ai dit des tonnes de fois, hein. Nous, au niveau, encore une fois, sur les niveaux amateurs, je parle pas du niveau professionnel. Le défenseur en match, il sait pas quitter, en fait. Il a aucune Si idée t'es de pas si tu peux scouté, tirer ouais. ou pas. Oui. Tu vois, la part du Ça temps, dépend t'es- le niveau. t'es- Ouais. à des niveaux, enfin, Oui, bien sûr. Là, on parle niveau de amateur, je ouais, parle, ouais. tu vois, des niveaux Bien amateurs. sûr. Donc, en fait, la menace que tu représentes en étant à 3 points, parce que nous, en tant que défenseurs, par contre, on est conditionné. Mhm. On est conditionné. Quelqu'un qui a la balle, il faut aller défendre la balle. Quelqu'un qui est agressif, et ben instantanément, instinctivement, tu vas lever la main, tu vas te rapprocher un petit peu, tu vas dissuader du tir. Donc en fait, que tu sois sur un match, encore une fois, je suis sur les niveaux où il n'y a pas de scouting, en fait, défenseur, il ne sait pas si tu es un shooter. Et si tu as l'air confiant dans la menace que tu représentes, tu vas générer du spacing en étant à 3 points, même si au fond de toi-même, tu sais que tu es le pire tireur à 3 points de ton équipe, en fait, et que tu n'as aucune intention de prendre ce tir, tu vas plus aider ton équipe si tu es un joueur extérieur en étant à cet endroit-là du terrain que si tu es un pied et demi à l'intérieur de la ligne à 3 points, une zone sur laquelle toi tu peux tirer, mais où finalement, si tu es là, tu as réduit l'espace et même ton tir, il sera peut-être pas disponible. Mhm. Et ça me fait penser à un truc, c'est que souvent, justement, ces joueurs-là, qui n'ont pas confiance en leur tir, même si tu les places à l'extérieur de la ligne à 3 points, ils vont recevoir la balle, ils vont pas savoir quoi faire. Et tu vois, ça a ce truc justement sur de l'apprentissage de jeu qui est hyper important et qui, je pense, ça fait partie des fondamentaux, justement. Tu parlais de la prise de décision, de trouver de la continuité dans le jeu. Ouais. Se dire, finalement, c'est pas grave. Si tu tires pas, tu as un avantage. Parce que le défenseur est peut-être très loin de toi. Comment tu peux créer des choses pour ton équipe à partir de là? Et souvent, en fait, souvent les jeunes joueurs voient le basket qu'à travers le prisme de l'individualité. Et il n'y a pas cette notion de collectif, de manipuler les défenses. Et je pense que c'est ce qui fait justement la qualité d'un joueur dont on dit qu'il a un gros IQ ou un gros QI basket. C'est ce côté de je sais ce que je peux faire pour l'équipe, en fait. Ce que je vais faire, mes initiatives individuelles vont servir l'équipe. Peu importe la décision que je prends, ça va aider le collectif. Et je pense qu'on est encore dans un truc où on a appris le basket de manière isolée, où il y a trop de travail individuel, où il y a trop de travail à 1 contre 0, où il y a trop, on se focus trop sur les individus et pas assez sur les collectifs et réfléchir, en fait. C'est ça, le QI basket, en fait, c'est comprendre le jeu. Comprendre qu'est-ce que tu veux, en fait. La finalité, toujours, on en revient à la même chose, à comprendre le pourquoi. Ouais, c'est ça. Et là, je pense qu'effectivement, on a un rôle d'accompagnant là-dedans parce que après, faut être dans la réalité de ce qui se passe. On a le plus gros dilemme de tous les entraîneurs, c'est le manque de temps. Ouais. On manque de créneaux. Quand on a un créneau, on trouve qu'il nous manque 15-20 minutes à chaque fois à la fin. On manque de temps. Clair. Et c'est là qu'il y a un accompagnement à faire, je pense. Tu parlais de vidéo tout à l'heure sur le fait d'encourager les joueurs, les jeunes joueurs notamment, à regarder des matchs en entier. Et moi, je leur disais, mais en fait, je m'en fous du niveau. Vous pouvez aller voir le match des seniors garçons ou des seniors filles qui va jouer dans le club. Vous pouvez aller voir un match d'Euroleague, un match de Pro A, regarder un match NBA, mais regardez-le en entier parce que aujourd'hui, on n'a jamais eu autant accès à des images. Je te dirais même un truc, même juste un carton entier. Parfois, tu vois, c'est long. Faut s'adapter aussi aux générations, mais rien qu'un carton entier, ça peut déjà tu vois, apporter des choses. Bien sûr, c'est toujours mieux de toute façon que d'avoir vu, d'avoir passé 20 minutes à voir des highlights où tu n'as que finalement l'action finale en fait. Et ça, c'est pour tous les aspects, hein, offensif, défensif. Mais moi, la raison pour laquelle je les encourageais à regarder des matchs en entier, parce qu'en fait, un match, c'est jamais linéaire en fait. Oui, bien sûr. Et il y a cette notion de comment on gère un temps faible, comment quand on est dans un temps fort, on s'assure de garder la main sur ce qui se passe autour de soi. Et parce qu'en fait, nous, avec nos créneaux d'entraînement, on suffit pas en fait. Oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je disais, on n'a jamais eu autant accès à des images, mais on a perdu peut-être. Enfin, c'est pas qu'on l'a perdu, mais c'est que avant, notamment pour tout ce qui les matchs on avait tellement peu accès à des matchs que on les regardait jusqu'à la dernière seconde. J'en parlais avec mon pote Pierre Armand là dans un épisode du Culture. Même on les re-regardait. Il y a des matchs que j'ai revus plusieurs fois. Et il y avait quand même là-dedans. Il y avait vraiment, je pense, des choses positives sur l'apprentissage, parce que moi, j'ai énormément appris en fait en regardant en fait, simplement des matchs sur les aspects stratégiques
et sur le collectif, et aussi sur les aspects individuels, techniques, pardon, pourquoi tel joueur fait tel move à tel moment. Et on revient à cette notion de c'est dans un contexte, en fait. C'est le contexte qui Oui. dicte ou qui explique pourquoi ce move a été utilisé. Tu vois, je sais qu'il y a plein de gens qui sont, toi le premier, fan de Kobe, et moi, c'est ce qui m'a fasciné sur la fin de sa carrière. C'était pas simplement qu'il avait tous les moves, c'était de savoir s'en servir au bon moment. Et je me permets juste une anecdote, parce que c'est sur des fondamentaux. Je me rappelle d'un match contre le Jazz, un match lambda des Lakers, où Kobe Bryant est défendu par Wesley Matthews, qui était un très bon défenseur, mais qui était un peu plus petit que Kobe. Et Kobe va le poster, et il poste, je me rappelle, il était vraiment à gauche du panier, il le poste, et il fait une feinte de partir sur son fadeaway, et en fait, il revient pour faire un petit hookshot main gauche, mais à la perfection, quoi. C'est-à-dire ce move, qui est vraiment un move d'intérieur, il s'en est servi comme un intérieur. Je sais, il a dû s'en servir très peu de fois dans sa carrière, mais il avait suffisamment travaillé pour avoir ce move dans sa poche et s'en servir au bon moment, en fait. Ouais. Ouais, non, mais c'est hyper important. Après, Kobe, il a eu beaucoup de répétitions, il a fait tellement de matchs. Et oui, non, mais tu vois, dans oui, bien sûr. ce move-là, je me rappelle, parce que je me disais, mais je suis même pas sûr de l'avoir déjà vu utiliser ce move. Et il l'avait fait vraiment avec la perfection d'un, je sais pas, comme tu verrais Jokic le faire, un big man classique, quoi. Parce que la situation le demandait, exactement. On va finir sur deux aspects. La coupe, le cutting game, la coupe, je pense que c'est hyper important. On a fait justement un épisode où on parlait beaucoup de Miami, de mouvement, mobilité autour du drive. Couper, voilà, c'est des choses aussi qui doivent s'enseigner. Alors parfois, c'est fait de manière un peu brute, mais ça reste des choses intéressantes. C'est extrêmement important, et je trouve que c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Parce que moi, vraiment, je vais passer l'épisode à faire le vieux là, mais je suis d'une génération où on était, c'est passe-va. Et je dis pas que le passe-va n'a pas son intérêt. Le passe-va peut avoir son intérêt, mais je pense pas qu'il ait de l'intérêt systématiquement. Et je pense que là aussi, dans les coupes, il faut que ça soit organisé autour d'une compréhension des espaces et de ce qu'on va générer. Tu sais, le passe-va, il est enseigné souvent de manière mécanique, et après, les joueurs, ils font juste boum, j'ai fait la passe, je sais que je dois partir, mais sans l'intention d'avoir la balle, d'éliminer son joueur par la course, parce qu'on parle de 1 contre 1 sans ballon. Hein, quand on coupe, c'est un 1 contre 1 sans ballon, en fait. Le but, c'est d'avoir une position préférentielle. Il n'y a pas ce truc-là. Enfin, si on le perd, il ne sert plus à rien ton passe-va, en fait. Ou il peut servir pour libérer un espace, et là, c'est intéressant. Mais il faut que tu aies regardé quand même, parce que si tu le fais systématiquement, peut-être que tu vas venir perturber un couloir dans un contre 1, et donc tu vas enlever l'avantage que ton coéquipier avait créé pour l'équipe, en fait. Et c'est pour ça que les coupes, par contre, c'est extrêmement... c'est hyper important, en fait, et c'est hyper destructeur quand c'est bien joué. Avec notamment une compréhension des espaces, et là ça demande de la répétition individuelle, mais ça demande aussi de la répétition collective, parce que c'est là que tu vois les équipes qui se connaissent, tu vois, qui se connaissent parfaitement, qui savent que le mec qui est en train de driver, il veut pas vraiment driver, en fait il est en train de fixer la défense, parce que justement il s'attend à ce que quelqu'un vienne prendre l'espace, et là ça demande beaucoup de répétition, mais comme toujours je pense que pour le coup ça demande aussi un cadre et des... moi, je suis pas trop sur des systèmes, mais par contre sur des principes. Ok, comment tu l'enseignes justement ? Alors, moi, c'est simple. Si je vais repartir de ce que je donne, et c'est juste moi ma façon de faire, mais il y en a d'autres. C'est si le ballon part vers le cercle, mais vers la ligne de fond, la coupe, je vais demander à ce qu'elle vienne à 45 degrés de l'opposé. Mais pareil, pas qu'elle ne parte pas en même temps que le porteur de balle. Il faut attendre de voir. C'est là que je parle d'habitude de jeu. Il faut t'attendre de voir si le porteur de balle il va pouvoir aller au bout de son geste ou pas, et venir en fait si ton défenseur qui se retrouve dans l'aide, s'il tourne la tête, c'est le signal pour que tu coupes. En fait, il y a des déclencheurs. Moi, je parle de déclencheurs, c'est ça. Est-ce que ton défenseur il tourne la tête ? Moi, je vais même au-delà de ça. Enfin, tu vois, on parlait de mobilité autour du drive. Souvent, on parle de code de la route. Moi, j'ai mis en place, notamment l'année dernière avec mes U17, justement un code de la route sur quand ça drive ligne de fond, quel mouvement, qui coupe. Quand dans l'axe, qui coupe. Pourquoi ? Enfin, par rapport au défenseur aussi, parce que des fois, le défenseur, il va être en aide. Tu vas couper pour faire un écran, finalement, pour ton partenaire qui va couper. Et ça, c'est des choses, justement, qui, au début, tu les automatises jusqu'à ce que ça devienne limite un réflexe. Et
où après, au bout d'un moment, un certain temps, il y a vraiment de la lecture parce qu'ils comprennent pourquoi ils le font. Ouais. Mais je pense qu'au départ, c'est intéressant aussi de le mettre justement dans un code de la route. Bah, c'est ce que j'allais dire, parce que du coup, je t'ai dit, là, ça part sur la ligne de fond, mais effectivement, si le drive se fait dans l'axe, bah, j'ai demandé à ce que la coupe elle vienne plutôt par la ligne de fond, justement, de l'opposé du jeu, mais c'est exactement ce que tu décrivais. Ouais. Ouais. Et pour finir, alors, je sais que c'est déjà long, on va peut-être faire une deuxième partie, mais je voulais juste, peut-être en préambule, en teaser un peu sur moi, ce que je voyais sur les fondamentaux, c'est notamment ces jeux de supériorité numérique, les 2 contre 1, les 3 contre 2, même à partir d'une situation de neutre, comment créer des espaces à travers des écrans, mais sans forcément parler de système. Pour moi, c'est des choses qui font partie des fondamentaux aujourd'hui quand on parle de fondamentaux. Ouais, bah, on revient à des notions d'occupation de l'espace, des notions de lecture de la défense. Parce qu'en fait, ça part de ça. Tu sais, c'est l'expression la plus cliché d'après-match. Quand un mec a mis 40 points, il dit « Ouais, j'ai pris ce que la défense m'a donné ». En fait, la défense, elle n'a rien voulu te donner. C'est que ton équipe a quand même réussi à la forcer à se déséquilibrer. Et par contre, c'est d'avoir l'intelligence. Et c'est ça la beauté des sports collectifs. Moi, c'est ce qui me parle le plus. C'est que... c'est pas uniquement individuellement, tu dois avoir 5 joueurs dans le cadre du basket qui vont comprendre, saisir les choses qui sont en train de se passer à un instant T en même temps de manière à pouvoir les exploiter. Ouais. Que ce soit en attaque Ou ou en en défense. défense. Absolument. Ou en défense. Bon, Théo, je te remercie. On fera une partie 2 parce Ouais, qu'on obligé, n'a ouais. pas gratté assez loin et j'ai encore énormément de choses sur lesquelles j'aimerais qu'on revienne ensemble. Merci à toi pour ton partage, toujours très intéressant. J'espère que cet épisode vous a plu. Et puis, nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du jeu. Encore merci Théo. Avec plaisir, Fred. Ciao. À bientôt.